Je viens tout juste de terminer la lecture du dernier rapport de BlackRock, une grosse institution financière qui est mondialement connue et qui a énormément d'impact sur les marchés. Et dans cette vidéo, je vais vous résumer ce que j'ai appris dans ce rapport. Je vais vous résumer la vision de BlackRock sur les fondamentaux du dollar, que ce soit pour les mois, les jours ou les semaines à venir. Le rapport n'est pas très long, mais c'est une mine d'or d'informations et avoir la possibilité de lire ce genre d'analyse de la part de grosses institutions comme BlackRock, c'est une super opportunité et surtout, ça nous permet soit de confirmer notre biais fondamental qu'on va déjà avoir préétabli en amont, soit de le nuancer. Je ne vais pas placer toutes mes espérances et placer toute mon analyse fondamentale dans ces rapports-là. Je fais d'abord mon analyse fondamentale et après, si j'ai accès à ces rapports, je vais voir ce que ces rapports disent pour rajouter des éléments ou nuancer mes propos. Mais ce genre de rapport est super intéressant, notamment quand le DXY arrive dans une zone d'indécision comme celle-ci. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Ça fait plusieurs jours maintenant que j'avertis quant au fait que le DXY, donc l'indice du dollar, est arrivé sur une grosse zone de support daily, weekly, et qu'on pourrait avoir une correction majeure du dollar prochainement depuis cette zone. Mais pour ça, pour que la zone agisse et qu'on ait un rebond, il nous faudrait du fondamental aligné. Donc, la Fed, la Banque centrale des États-Unis, est attendue avec une baisse de taux pour la réunion du 18 septembre. C'est le lendemain du jour où j'enregistre cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo plus tard, la vidéo est toujours valable. Regardez-la jusqu'à la fin parce que le biais fondamental que je vais vous donner et le biais fondamental de BlackRock n'est pas valable que pour cette réunion. C'est un biais fondamental qui est valable sur plusieurs mois. OK? Donc pour la réunion du 18 septembre, la baisse de taux est déjà bien répercutée dans les prix, mais surtout, actuellement, les marchés se concentrent sur une chose, la suite, ce qui va se passer après la baisse de taux qui est prévue en septembre. Est-ce que la Fed, la Banque centrale des États-Unis, va rester dovish dans les mois à venir? Est-ce qu'elle prévoit plus d'assouplissement, donc plus de baisse de taux? C'est ça être dovish. Si elle est plus dovish, c'est négatif pour l'USD. Ou alors, au contraire, est-ce que la Fed prévoit de rester assez neutre en cette fin d'année pour laisser passer le choc des élections américaines qui vont arriver début novembre, par exemple, ou parce qu'elle considère que le marché de l'emploi est toujours en très bonne forme, ce qu'on va étudier après, malgré quelques chutes, on reste sur des plus hauts historiques, ou elle considère peut-être que l'inflation est toujours trop haute, ou que l'économie tourne toujours trop fort. On va étudier tout ça, mais toutes ces questions aujourd'hui, à date du 17 septembre, elles sont en attente d'une réponse. Et les marchés sont en train de scruter chaque indice laissé par la Fed. Mon billet à moi, c'est un USD qui retrouve de la force petit à petit, avec une Fed pas si dovish que ça pour la réunion du 18 septembre, pardon. Pour les réunions à venir, je pense la même chose, un ton assez neutre, assez data dépendant, qui expliquerait que le marché de l'emploi reste à un niveau satisfaisant, malgré qu'on a eu des chutes récentes, l'économie reste forte, l'inflation reste haute, le chemin est encore long pour la Fed, et la Fed pourrait nous sortir le même discours que lors des réunions précédentes, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus de confirmation pour avoir plus de confiance dans le fait que l'inflation est bien en chute, que l'économie est bien en train de ralentir, que le marché de l'emploi est bien en train de ralentir, parce que ce qui a mis le feu aux poudres avec des grosses anticipations du SD faible ces dernières semaines, c'est dans un premier temps un NFP faible au mois d'août, donc un rapport sur le marché de l'emploi faible, un taux de chômage qui est en hausse, mais même s'il est en hausse, il reste sur des niveaux qui sont historiquement bas. Donc c'est paradoxal. On a une inflation qui est en chute, mais qui reste toujours trop haute par rapport aux attentes de la Fed et trop haute pour réellement passer dovish. Donc tout ça, c'est compliqué et ça nous montre que la Fed n'a pas la décision si facile que ça. C'est pas si évident de voir la Fed passer dovish et dire OK, maintenant on baisse les taux et on passe sur un cycle de baisse de taux. Pourtant, c'est ce que les marchés ont semblé anticiper avec cette grosse chute du dollar. Je pense, moi, dans mon analyse, que les marchés ont trop répercuté euh, les baisses de taux, que les marchés ont anticipé une Fed trop dovish. Je ne pense pas que la Fed sera aussi dovish pour les prochaines réunions, même si la Fed baisse les taux, ce qu'elle est censée faire le 18 septembre 2024. Pendant la réunion du FOMC, je pense que la Fed gardera un ton assez neutre, assez data dépendant pour les prochaines réunions. Ça, c'est mon biais fondamental, c'est celui que j'ai partagé aux membres de la formation en amont. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'en pense BlackRock dans tout ça. Donc, on va étudier la chose, notamment avec leur rapport. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la situation fondamentale de l'USD dans les commentaires. Ça m'intéresse d'avoir votre avis et je vais vous répondre un maximum dans les commentaires pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Côté BlackRock, on pense un peu la même chose que moi. C'est une bonne chose quand je lis ça. Quand je lis ça, ça me conforte dans mon analyse fondamentale. Ça me rajoute, ça lui rajoute un poids, ça lui rajoute de la crédibilité et ça me rajoute de la confiance pour la suivre. Il n'y a pas que moi qui pense ça. C'est une vision plus globale. Dans le rapport, BlackRock nous explique des choses intéressantes
et notamment que les attentes des marchés, selon eux, sont exagérées. Le terme employé, c'est exagéré. Je cite, les marchés ont rapidement intégré les réductions de taux après que la Fed a terminé ses hausses les plus rapides depuis les années 1980, puis les ont retirées lorsque l'inflation a surpris par son accélération. Alors que la Fed se prépare à commencer à abaisser les taux, les marchés anticipent des réductions aussi profondes que celles des récessions passées. Nous pensons que ces attentes sont exagérées. Une légère hausse du taux de chômage a alimenté les craintes de récession, mais l'emploi continue de croître. Donc c'est ce que je vous expliquais avant. C'est expliqué dans ce paragraphe, dans le rapport de BlackRock. Le rapport pardon, fait à peu près 5 pages. Il parle d'autres choses ensuite. Il parle notamment du GBP, de l'euro, de leur vision. Euh, mais les mots utilisés par BlackRock sont forts. Il parle d'une exagération de l'anticipation des marchés quant aux baisses de taux et au ton dovish de la Fed. Je suis d'accord avec ça. Et ils expliquent surtout ce que j'explique aux membres de la formation depuis quelques mois, c'est que les marchés ont anticipé un USD faible parce que les datas sur le marché de l'emploi ont montré un ralentissement. Mais si les datas ont montré un ralentissement, il ne faut pas oublier non plus que les datas restent à des niveaux super élevés par rapport à l'historique, par rapport aux données historiques, par rapport au passé. La création d'emplois est toujours sur des points qui sont beaucoup plus hauts que les points des années 2018, 2017, 2019 ou avant. Les datas au niveau du taux de chômage ont progressé un petit peu, le taux de chômage a monté, donc c'est en principe négatif pour l'USD, mais le taux de chômage reste à un niveau très très faible historiquement. Donc en fait, il faut nuancer tout ça. Les marchés, quand ils ont commencé à voir les premiers signaux que le marché de l'emploi commençait à ralentir, ont anticipé que la Fed allait passer d'ovige. Pourquoi? Parce que la Fed a expliqué que le plus gros signal maintenant, ce sera le marché de l'emploi. Si le marché de l'emploi commence à dévisser, la Fed prendra ça pour un signal pour passer d'ovige. Pour passer d'ovige, pour une première baisse de taux. Mais la Fed n'a jamais dit, si on observe un tic de différence au niveau du taux de chômage, on va commencer un cycle de baisse de taux. Pas du tout. Et si vous avez bien suivi, après les derniers rapports sur le marché de l'emploi, la Fed a toujours expliqué, les membres de la Fed ont toujours expliqué avec beaucoup d'aplomb, beaucoup de sang-froid, que ces datas ne suffisent pas à déterminer que le marché de l'emploi va mal. Le marché de l'emploi ralentit, mais il est toujours en très bonne forme. Et BlackRock nous le reconfirme encore une fois ici. BlackRock dit, une légère hausse du taux de chômage a alimenté les craintes de récession, mais l'emploi continue de croître. L'emploi continue de croître. Donc le marché de l'emploi n'est pas dans une si sale condition que ça. La Fed n'a pas de raison de surjouer et de risquer de baisser ses taux trop tôt, trop fort, ce qui l'engagerait à risquer tous les efforts qu'elle a mis en œuvre jusqu'ici, parce que la Fed a dû employer une politique monétaire très restrictive. Si elle venait à baisser ses taux trop tôt, trop rapidement, tous les effets pourraient être annulés. L'inflation derrière peut rebondir et ça devient incontrôlable. Donc une banque centrale ne veut surtout pas bouger trop vite, trop tôt, baisser les taux trop rapidement, et elle ne veut surtout pas bouger trop tard non plus. Commencer à baisser les taux trop tard, quand l'économie a été trop impactée, parce que ça ouvre la porte à une grosse récession. Mais si je devais situer la Fed entre les deux, on est toujours plus vers le penchant du trop tôt actuellement que vers le penchant du trop tard. Et je pense que la Fed a toujours ça en tête. Attention à ne pas aller trop vite. Les datas restent très bonnes. L'économie reste très en forme. Le marché de l'emploi, même s'il commence à montrer des premiers signaux de début de faiblesse, si on le compare historiquement, statistiquement, ce sont toujours de très bonnes datas. Donc, attention à ça. Et l'inflation est toujours haute. Autre chose, c'est que BlackRock pense donc que les marchés exagèrent, que les répercussions d'une fête dovish après quelques news moins bonnes que prévues concernant le marché de l'emploi sont démesurées, exactement comme moi, comme je viens de vous l'expliquer, parce que on a toujours un marché de l'emploi qui est très fort. Mais concernant l'inflation, BlackRock explique que, je cite, le refroidissement de l'inflation est probablement temporaire. Donc BlackRock s'attend à une reprise de l'inflation. Ils vont expliquer pourquoi tout de suite. La normalisation post-pandémique des dépenses et des déséquilibres d'offres est largement terminée. Tandis que l'immigration est susceptible de revenir à des tendances historiques, une fois cela fait, l'économie ne pourra pas ajouter des emplois aussi rapidement qu'auparavant sans alimenter l'inflation. La croissance des salaires a ralenti, mais pas suffisamment pour suggérer que l'inflation de base pourrait retomber à l'objectif de 2%. BlackRock explique qu'à présent, les déséquilibres d'offres qui ont eu lieu après la pandémie sont terminés. Maintenant, on retrouve un marché de l'emploi qui va être stimulé
par l'immigration. Donc, on a des répercussions qui ont été nettes sur l'inflation au niveau des restrictions de la politique monétaire de la Fed qui a été menée dans les mois précédents. Ça, c'est pas un souci. Mais maintenant, il va y avoir des problèmes au niveau du marché de l'emploi. La croissance des salaires a ralenti, mais pas suffisamment pour que l'inflation puisse retomber à 2%. La pression salariale, la Fed emploie souvent ce mot, la pression du cycle des salaires. La pression des salaires est toujours trop importante. Elle n'a pas assez ralenti pour que l'inflation puisse retomber de manière pérenne à 2%. Des salaires élevés, qu'est-ce que ça veut dire? Des salaires élevés, ça veut dire un pouvoir d'achat élevé. Plus le pouvoir d'achat est élevé, plus ça va stimuler l'économie parce que les gens ont de l'argent à dépenser. Ces dépenses vont dans l'économie. Plus il y a de dépenses, plus il y a d'inflation qui est créée parce que les entreprises vont continuer d'embaucher pour plus produire. L'économie est boostée. Quand l'économie est boostée, les gens vont plus dépenser parce qu'ils vont être plus payés, il y aura moins de chômage. Tout ça, ça alimente le cycle naturel de la création de valeur. Et quand il y a de la création de valeur, il y a de la création d'inflation. Donc, quand il y a des mesures de restriction, c'est exactement ça qu'on veut éviter. On veut éviter qu'il y ait trop de redistribution d'argent, de liquidité facile dans l'économie. On veut restreindre l'économie. On veut que les entreprises embauchent moins. On veut que les consommateurs aient moins de pouvoir d'achat. On veut ralentir l'économie pour ralentir l'inflation. J'explique tout ça dans les modules sur la macroéconomie et sur le fondamental dans l'information. Et BlackRock, en tout cas, explique encore une fois que actuellement, l'inflation n'est pas en territoire sain et sauf. C'est ça qu'il faut retenir de cette citation. L'inflation a commencé à chuter, mais attention. Déjà, on va avoir du mal à chuter plus. On n'a pas encore atteint la cible. Et en plus d'avoir du mal à chuter plus que ça, on risque d'avoir des rebonds. BlackRock va même plus loin en disant à la fin de son rapport, c'est par là, il me semble, que les politiques monétaires vont rester restrictives plus longtemps que ce qu'on croit, donc plus hawkish que prévu. Je cite, la Fed et d'autres banques centrales maintiendront les taux plus élevés plus longtemps. La Fed et d'autres banques centrales maintiendront les taux plus élevés plus longtemps. Donc en résumé, dans ce rapport, les grandes leçons que j'en tire, c'est que BlackRock voit l'inflation se maintenir au niveau actuel, voire rebondir. BlackRock voit le combat contre l'inflation qui n'est de loin pas réglé. BlackRock voit des datas qui sont encore trop positives pour voir les banques centrales passer réellement dovish. BlackRock voit des marchés qui ont exagéré leurs anticipations, ce qui pourrait nous mener, si on revient sur notre graphique du DXY, à des corrections. Pourquoi? Parce que quand les anticipations sont exagérées, la réalité des datas, la réalité des déclarations suivantes ramène les marchés à corriger ce qui a été répercuté dans les prix. Ce qui a été répercuté dans les prix, c'est un USD faible. Pourquoi un USD faible? Parce que le marché de l'emploi a commencé à chuter, parce que l'économie a montré de temps en temps un peu de faiblesse, parce qu'on anticipe une récession, comme ça a été le cas lors des précédents cycles qui ont amené des hausses de taux dans le passé, comme l'a expliqué BlackRock, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Les marchés s'attendent à un scénario de répétition, sauf que l'économie est actuellement toujours très forte, on est loin d'une récession, le marché de l'emploi est toujours en grande forme et l'inflation est toujours très haute. Ce n'est pas ce qui est répercuté dans les marchés. Ce qui est répercuté dans les marchés, c'est un USD faible avec une Fed qui a attendu dovish pour cette réunion, mais aussi pour les prochaines. Les marchés s'attendent à ce que la Banque centrale ne baisse pas les taux qu'une fois. Les marchés s'attendent à ce que la Banque centrale affiche un ton très dovish, très souple, dans le sens de plus d'assouplissement, de plus de soutien à l'économie dans les mois à venir. Et ça a été négatif pour le dollar. Si maintenant la Fed arrive, donc pour le FOMC ou prochainement, avec un discours beaucoup plus hawkish ou plus neutre, qui nous explique que le combat est loin d'être terminé, que l'inflation est toujours trop élevée, que le marché de l'emploi est toujours en grande forme, que l'économie va très bien, qu'il n'y a pas de raison pour l'instant de baisser les taux plus que ça, qu'actuellement le niveau de la politique monétaire est toujours restrictif et qu'il restera aussi restrictif que ce qu'il faudra, autant longtemps qu'il faudra. Tout ça, c'est des déclarations qui sont hawkish. Si on a ce genre de déclarations couplées à des datas qui montrent encore et toujours un marché de l'emploi fort, une économie forte, une inflation élevée, ça sera positif pour le dollar et ça permettra à l'USD de corriger. Dans un premier temps, on pourrait avoir une correction partielle de la zone de chute. Donc, on pourrait atteindre les précédents bas par ici, une correction vers 102,5 sera envisagée dans un premier temps, et ensuite une correction plus globale de l'impulsion précédente jusqu'à la prochaine zone de résistance, jusqu'à environ 103,5. N'oubliez pas que l'analyse fondamentale,
c'est toujours une synthèse de plusieurs données qu'on va mettre bout à bout. C'est pas simplement, OK, le marché de l'emploi est sorti faible, le dollar va chuter. Non. Le marché de l'emploi est sorti faible. OK, comment va l'économie à côté de ça? Comment va l'inflation à côté de ça? Comment a réagi les banques centrales la fois précédente? Si le marché de l'emploi sort très faible et que la banque centrale, la semaine précédente ou 2 semaines avant, vous a dit, nous allons surveiller les datas sur le marché de l'emploi, car si le marché de l'emploi est plus faible que prévu, nous pourrions commencer à baisser les taux. Ils ne le disent pas de manière aussi directe, il faut savoir lire entre les lignes, mais le message, c'est ça. Quand on va analyser un discours de politique monétaire, c'est ce genre de déclaration qu'on cherche. On cherche à savoir les datas que surveillent les banques centrales. La data suivante, qui vous montrera un marché de l'emploi en chute, va avoir de grandes probabilités d'occasionner ce genre de chute-là. Pourquoi? Parce que les marchés ne vont pas simplement répercuter un marché de l'emploi en chute, c'est pas ça que les marchés répercutent. Les marchés répercutent une banque centrale qui a énormément de probabilités de baisser ses taux parce que le marché de l'emploi commence à chuter. C'est là que ça devient intéressant et c'est là que vous comprenez la puissance de l'analyse fondamentale. C'est en synthétisant toutes les données et en reliant votre vision globale de chaque donnée. Pourquoi? Parce que chaque data va influencer la façon dont la Banque centrale va mener sa politique monétaire. Les marchés ne répercutent pas seulement les datas, les marchés répercutent via les datas, ce qui les anticipe des prochains steps de la politique monétaire. C'est pour ça que si la Banque centrale des États-Unis, la Fed, venait à afficher un discours très neutre ou presque hawkish, en tout cas pas dovish, que les datas suivantes venaient à se montrer plus positives pour le dollar ou que la Fed venait à nous dire attention, le marché de l'emploi reste historiquement haut, l'inflation très haute, l'économie très haute, on pourrait avoir un rebond dans cette zone-là parce que, comme l'a dit BlackRock, les attentes et les répercussions des marchés, les anticipations des marchés ont été exagérées. C'est pas mon mot, c'est le mot de BlackRock. Donc, je ne suis pas le seul à penser ça. Est-ce que ça veut dire qu'à 100%, on aura un rebond dans cette zone-là? Absolument pas. Pour ça, il nous faut encore nos confirmations fondamentales. On ne les a pas actuellement. Si la Fed décide maintenant de venir dovish et de nous dire jusqu'à la fin de l'année, on baisse les taux à chaque réunion, évidemment, c'est invalidé. Mais dans le scénario où tout ce que je vous explique se réalise, c'est-à-dire des attaques qui restent fortes, une Fed qui reste très neutre, très évasive, qui ne parle pas de plus de baisse de taux pour le reste de l'année, qui reste assez hawkish, assez confiante, vous avez une forte probabilité, dans une zone comme celle-ci, d'avoir un rebond. Encore une fois, ce n'est pas un signal, c'est une vidéo à but éducatif. J'espère que ça vous sera utile. Regardez-la plusieurs fois, prenez des notes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile, l'analyse fondamentale. C'est pour ça que je prendrai bien le temps de répondre à tout le monde. S'il y a des questions, surtout, ne vous bridez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, de la partager à des amis, de laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, ça soutient mon travail et je continue de vous envoyer un maximum de contenu éducatif pour vous aider dans votre trading. Bon trading à tous.